J'aimerais bien qu'on parle de ton processus de travail ces dernières années en particulier, qui s'ancre sur un travail de recherche, d'immersion, de rencontre, et qui prend un certain temps avant de se développer. Et je pense notamment à un projet que tu mènes depuis quelques années et qui a généré un ensemble de pièces, le projet des prismes. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ce projet ? Alors le prisme, oui, effectivement, c'est un projet assez long que j'ai démarré en 2014 suite à un appel à projet du Centre d'art et Musée du Verre à Carmaux. Et j'ai réagi assez vite parce à cette époque-là aussi, il y avait l'affaire de Snowden, Edward Snowden, qui était en train donc de mettre à jour le, le prisme. Alors prisme, c'est l'agence de la NSA qui a mis en place un système de collecte de messagerie. Donc il s'est avéré que les États-Unis collectaient l'ensemble des données échangées sur les messageries mais aussi sur le téléphone. Et avec une image assez récurrente où on voyait le bâtiment de la NSA, un bâtiment en verre, une espèce de grand parallélépipède, qui était posé au milieu d'un parking immense avec une centaine de voitures. Et de se dire qu'en fait, à l'intérieur de ce bâtiment, donc, il y avait des personnels de l'État en train d'écouter, en train d'espionner, donc en train de collecter des messages, des secrets, l'intimité de certaines vies. Voilà, ça m'a fasciné. Et donc, pour répondre à cet appel à projet, je suis parti de cette affaire de Snowden et de la NSA, et aussi d'une image, en tout cas d'un objet récurrent aussi, que j'ai toujours connu dans mon enfance, qui est une bouteille en verre dans laquelle il y a une maquette de bateau. Et ce sont des objets que réalisait mon arrière-grand-père, qui était marin hauturier, donc qui partait de plusieurs semaines en mer. Et donc c'est une forme de sculpture. C'est peut-être même mon premier rapport à une forme d'œuvre d'art en fait. Et donc j'ai associé ces deux éléments pour effectivement faire réaliser par le maître verrier avec qui je devais travailler dans le cadre de cet appel à projet, cette résidence, faire réaliser donc des prismes en verre. C'est de la pâte de verre noire coulée dans des moules. Et à l'intérieur desquels mon intention de départ était de collecter des secrets, de pouvoir effectivement faire une forme de banque de sons avec des secrets que des personnes m'auraient confiés. J'ai quelques dessins en fait de recherche du prisme. Ça c'est vraiment le début du projet, les premiers dessins qui m'ont permis... Recherche de la forme de l'objet en verre ? Oui, voilà, recherche de la forme. Au départ, c'était est-ce qu'il fallait que je reprenne le bâtiment de la NSA. Et en fait, j'avais envie d'une forme beaucoup plus minérale. Et il se trouve aussi que je collectionne des pierres, que j'aime beaucoup les cailloux, j'aime beaucoup ces formes. Donc j'ai commencé à dessiner des pierres qu'on peut voir dans l'espace public, des fois pour obstruer des passages. Et puis de ces dessins, il y a une forme que j'ai réalisée en polystyrène, et en travaillant avec le maître verrier, on a pu déterminer pour que techniquement ce soit réalisable en verre coulé, en pâte de verre. On a réalisé un ensemble de moules et on a coulé donc ce prisme en verre. Donc voilà, le premier prisme, qui est donc ce volume en verre, à l'intérieur duquel il y a un système de lecture d'une carte son. On pourrait dire que c'est une espèce de disque dur externe en verre. Donc c'est branché sur une tablette ou un ordinateur pour permettre la lecture du son à l'intérieur. Dès le départ, tu voulais ce dispositif-là, sans savoir ce que tu allais mettre à l'intérieur. Et le dispositif était réglé, l'intérieur pas du tout. Mais l'idée c'était vraiment d'associer cette sculpture à un objet tel que l'ordinateur ou la tablette. Il y a cette connexion qu'on doit l'activer en branchant cette sculpture. Puisque tu évoquais l'intérieur, j'avais cette idée des secrets qui est avérée
irréalisable, puisque pendant quelques mois, j'ai essayé de collecter des secrets, alors au parc de la Tête d'Or ou dans différents endroits où les gens sont plutôt en balade. Et j'ai assez vite abandonné cette idée. Parce que j'avais fait des recherches aussi parallèlement à ce moment de travail, j'avais entamé des recherches autour de mon grand-père et d'un moment de sa vie où il a été enrôlé en fait dans les STO, Service du travail obligatoire, en 1941. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'ai reçu tout un tas d'informations et tout son dossier militaire de la part des archives nationales. Et qu'à la lecture de ces archives, j'avais face à moi un dialogue entre l'État et mon grand-père qui essayait de faire reconnaître une maladie de guerre. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'en fin de compte, j'avais sous les yeux un dialogue entre des représentants civils, entre un homme, donc mon grand-père, des associations. Donc il y avait comme ça un dialogue possible que j'ai remis en place, que j'ai pas réécrit, mais j'ai remis dans l'ordre en fait tous ces courriers et que j'ai fini par faire jouer par 3 personnes. Et dans ce premier prisme est contenue l'histoire de la déportation de mon grand-père. Et donc le titre de cette œuvre, c'est 2 ans, 2 mois, 2 jours. Parce que il a été requis pendant 2 ans, 2 mois, 2 jours. C'est la durée de son départ en Allemagne. Et donc ça a été le premier déclencheur en me disant j'arrive pas à avoir des secrets, c'est pas possible, mais moi je peux mettre dans ce premier prisme une histoire qui m'est personnelle, puisque c'est mon grand-père, et c'est là où le projet m'a aussi de plus en plus intéressé, puisque je sentais qu'il était en train de se retourner contre moi. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir collecter le secret des autres s'est transformée en plutôt un archivage de choses plus personnelles et plus familiales. Donc ça a été le premier secret, le premier témoignage qui a été mis dans un prisme. Le second prisme vient d'un élément... donc j'ai entamé en 2017, en 2016 ou 2017, je ne sais plus, un tournage avec ma mère autour d'une maison de famille, un baraquement américain. Moi, étant petit, j'ai toujours entendu parler de ce baraquement américain comme une forme de paradis perdu, une maison dans laquelle mes grands-parents et ma mère ont vécu des beaux moments, sauf qu'il ne restait plus que 4 photos, 4 archives familiales de ce baraquement et les souvenirs de ma mère. Juste pour repréciser le contexte, c'est pareil, en 1947, au lendemain de la guerre, mes grands-parents habitant sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, la ville a été rasée à 43%, je crois exactement, ce qui était dans les archives aussi. Donc, dans le cadre du plan du New Deal, il y a eu un certain nombre de maisons préfabriquées qui ont été réalisées aux États-Unis et importées en Europe. Plus globalement, en fait, ce sont des ingénieurs qui ont mis en place un baraquement qu'on appelait le UK100, parce que c'était un baraquement en 100 pièces, complètement démontable, qui était livré au Havre, partant des États-Unis, livré au Havre, à partir du Havre, dispatché sur les côtes Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais et un peu aussi en Belgique, et aussi le sud de l'Angleterre. Et la proposition, c'est de pouvoir monter un baraquement en fibrociment avec 4 personnes, sans grue, et en 1 semaine. Et donc la ville d'où mes parents sont originaires a été reconstruite en partie à partir de ça. Ça a même redessiné l'urbanisme et la configuration de la ville actuellement. Donc il faut bien voir que de 47 à, on va dire, début des années 70, à Étaples-sur-Mer, là où mes parents habitaient, il y avait environ entre 4 et 450 baraquements qui ont été construits. Donc ça concernait, avec des familles de 5 à 6 personnes, ça concernait un certain nombre d'habitants. Donc j'ai entamé un tournage autour de cette histoire, et il se trouve que lors de ce tournage, il y a une après-midi où on a échangé autour d'une question du bâtiment qui est enregistrée, et dans lequel elle livrait aussi des choses un peu intimes de sa vie avec ses parents.
Et ça m'a paru une possibilité aussi d'inclure ce témoignage-là dans un autre prisme. Donc, c'est-à-dire que les deux premiers prismes sont assez liés à des histoires familiales, ce qui n'était pas prévu au départ. Et puis, j'attendais aussi de trouver une situation. Je pense qu'à un moment, il fallait être en situation de trouver des témoignages singuliers. Et cette troisième situation s'est trouvée grâce à l'invitation du centre d'art Le Lay à Albi, qui m'a invité en résidence dans un centre pénitentiaire à Saint-Sulpice, donc entre Albi et Toulouse. Donc j'étais en résidence pendant 3 semaines dans ce centre d'arrêt avec des personnes incarcérées et en fin de peine, avec des parcours de vie différents, et en mettant en place un workshop, un atelier de travail avec eux. Et j'ai assez vite senti que durant nos échanges, il y avait matière à avoir une source, une histoire qui pouvait prendre corps. Il faut imaginer une pièce qui fait une 50aine de mètres carrés avec des détenus qui vont et qui viennent. Vous pouvez se retrouver au maximum à une quinzaine, une vingtaine. Et puis des détenus récurrents tout au long de la journée et tout au long des semaines. Et avec comme ça une parole qui se libère et qui me raconte, pas forcément pourquoi ils sont là, mais qui me raconte leurs souvenirs de dehors, leur vie dedans. Il y avait matière quand même à collecter tout ça. Donc de manière assez discrète, durant la journée, j'annotais des petites choses, et puis dès que je sortais du centre pénitentiaire, dans ma voiture, je notais au kilomètre ce qu'on s'était dit, pour ensuite faire un travail vraiment de mise en forme du texte. Il ne s'agit pas d'un travail vraiment sur le réel, puisque à partir de cette base de réel, moi j'ai aussi incorporé des choses. Donc c'est vraiment un travail d'écriture. C'est la première fois que, je peux dire, j'ai entamé un travail d'écriture autour d'une histoire. Et puis après il y avait la question de que faire de ce texte. Donc moi je ne me voyais pas du tout lire ça. Et en revanche, une amie qui partage l'atelier avec moi me racontait souvent que sa fille était une lectrice passionnée. Donc à l'époque elle avait 11 ans, et je lui ai dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire un test avec elle, et donc Julia est venue une après-midi à l'atelier, on a fait des tests, je lui ai fait lire le texte et elle l'a emporté avec elle, et 2 mois après on s'est retrouvés dans un studio de son. Et donc c'est mettre ce témoignage et ces mots dans la bouche de cette pré-ado, on va dire, à 11 ans, ça avait du sens aussi, puisqu'elle elle lisait le témoignage de quelqu'un, une espèce de courrier qui serait sorti du centre pénitentiaire. Donc j'avais trouvé comme ça un décalage, j'avais trouvé la forme finale de ce texte. Et puis, pendant quelques temps, j'étais en forme de flottement autour de ce projet. Et puis, les manifestations autour de la loi travail, toutes ces revendications autour aussi de la loi autour des retraites, faisaient qu'il y avait pas mal de revendications dans l'espace public. Et donc, en avril dernier, en avril 2017, j'ai choisi en avril 2018, pardon, j'ai choisi d'enregistrer ces manifestations. C'est aussi quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail, de photographier et d'enregistrer des manifestations. J'ai une collecte comme ça assez conséquente. Sauf que là, j'avais décidé d'avoir une lame de son, c'est-à-dire de me poster à un endroit, d'entendre la manifestation arriver, de l'entendre passer et de la sentir partir. Comme un corps social qui passe devant et qui est dans une forme de revendication, et puis d'affirmer que l'espace public, que la rue, c'est avant tout, il me semble, un espace politique et de revendication, avant d'être un espace privatif, qui malheureusement est de plus en plus courant maintenant. Donc voilà, les 4 projets autour du prisme. Donc c'est 3 ans et demi, 4 ans d'un processus qui s'étire et qui se termine là, puisqu'on est en train de terminer les 2 derniers prismes.
Et la place du dessin, justement, dans ta pratique, qui est assez importante, parce qu'il y a toujours une pratique de dessin. Parce que le dessin est assez libérateur. Comme c'est des projets qui sont très longs, qui demandent des intermédiaires, qui demandent aussi des financements, le dessin, quel qu'il soit, il peut être complètement déconnecté des projets que sont en train de faire. Le dessin et l'archivage sont deux moyens d'être ancrés dans une espèce de réalité assez immédiate. Archiver, donc voilà, par exemple, ce sont des éléments que j'ai pris ce matin dans la presse, qui n'ont pas forcément une résurgence immédiate dans mes projets, mais qui peuvent réapparaître dans des dessins. Ça peut être une apparition, soit c'est collé directement sur le dessin, soit je m'en inspire pour mettre en place un dessin. Donc cet archivage-là, il est vraiment une pratique hyper importante dans l'idée de pouvoir classer, de pouvoir hiérarchiser des événements. Et puis le dessin, c'est une pratique, c'est un souffle au quotidien de pouvoir assez rapidement mettre en place des éléments, et quitte à vivre avec ces dessins assez longtemps. Par exemple, le dessin qui est là au mur, il est fait en 20 minutes, mais là ça fait un mois qu'il est là au mur et j'arrive pas à m'en départir, il résiste toujours, donc peut-être que je vais réintervenir dessus, ou peut-être que dans 2 mois je vais dire non, en fait il est fini. Donc il y a un rapport au quotidien avec le dessin. Ça, c'est vraiment la base de mon travail, elle est sur le dessin. Oui, et ça prend. Après, il y a une base documentaire aussi qui est récurrente, donc cette manière d'archiver, de glaner des choses, de sélectionner des éléments formels, des photos, de la presse, le dessin qui vient comme une forme de respiration, mais qui est aussi parfois l'objet du travail. Oui, ça peut être l'objet. Oui. Et puis. Et dans ta méthode, donc on peut dire que cette forme de recherche, en fait, elle est toujours présente à l'atelier. En fait, il y a une espèce de recherche permanente. Oui, mais en faisant en sorte que les éléments se parasitent les uns les autres. Oui. C'est-à-dire de ne pas sectoriser, de laisser la possibilité à la réflexion d'agir par capillarité. Pour faire en sorte que si je travaille sur une intention plus personnelle autour de ma famille, ce ne soit pas une psychothérapie familiale, que ça devienne une résurgence, une résonance plus large, de partir de la petite histoire avec une histoire avec un grand H. Donc que les choses puissent se recouvrir les uns les autres. En fait. C'est aussi une façon d'enregistrer au travers du regard des autres et des mots des autres une actualité passante. Et c'est une actualité passante que je ne traite pas en direct et dans le temps présent, parce qu'il y a besoin de la distance, mais que je peux, après une certaine distance, réinjecter dans mon travail, sous forme de film, d'intervention dans l'espace public, voilà, différents médias aussi. Alors, après, le spectateur, il n'est pas forcément conscient de ça, mais moi j'ai besoin de me mettre en train au travers de ces histoires-là, au travers de ces liens que moi je tisse pour trouver après formellement une existence sculpturale dans l'espace public. Donc ces archives, elles sont là, elles sont une forme de matière. Oui, de matière dans laquelle je peux essayer de puiser des choses et qui marque aussi un moment, mon état d'esprit à un moment donné. Et ton positionnement aussi. Et mon positionnement en tant qu'individu, au-delà d'être artiste, c'est en tant que citoyen, en tant qu'individu, mon positionnement par rapport à des faits. Et c'est aussi une façon de maintenir à niveau une certaine forme de colère. Moi, je trouve que c'est important, cette idée de la colère, parce que la colère, elle permet aussi d'être éveillé. Une vigilance, tu veux dire? Oui, voilà, on peut dire ça, une vigilance, une forme d'être en éveil par rapport à des faits, par rapport à l'histoire, par rapport à... Et au présent, puisque à la fois tu as une réflexion sur l'historique des choses, mais aussi le présent avec la captation, comme on peut le dire quand
quand tu fais cette captation pour le prisme d'un temps Mhm. donné de manifestation, d'être en présence, quoi. En tout cas, Bien c'est sûr. une chose que tu actives. D'être en présence, le rapport au réel aussi, la question du qu'est-ce que c'est que le réel, quoi. J'ai toujours pas, j'ai pas une formule type, mais cette question du réel, parce que le réel, il est aussi vécu de manière différente par chacun, quoi. Donc le réel, c'est aussi de où on regarde et de qui on est. Donc cette question du réel, je crois qu'elle elle traverse beaucoup mon travail, en fait. Mhm.